Aujourd'hui, nous allons creuser la nouvelle marotte des anti-VE. La voiture électrique va nous priver d'eau potable. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire une semaine spéciale Cybertruck. Certes, on va parler du Cybertruck en lui-même, mais également de tout ce que cela implique pour les technologies Tesla du futur. Et pour cela, je vais vous donner 3 rendez-vous la semaine prochaine. Le premier sera mercredi avec un retour sur mes prévisions sur les 4 dernières années. Donc on verra sur quel point je risque de m'être trompé et sur quel point on a eu des précisions. Deuxièmement, il y aura un live le 30 novembre pour l'event sur la remise des premiers Cybertruck aux premiers clients. Je pense que ça va être intéressant à regarder, même si je n'en attends pas finalement tant que ça de cet événement. Et enfin, dernière vidéo de la semaine, ce sera dimanche prochain, où nous parlerons de l'event, des informations que nous avons réellement eues, et nous allons faire une revue technique du Cybertruck de série. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine, mais en attendant, je vous laisse avec votre épisode. Depuis maintenant presque 5 ans, je suis confronté à énormément d'arguments parfois étayés, parfois naïfs, contre la transition énergétique. La voiture électrique est bien entendu une cible de choix, car elle gêne l'industrie traditionnelle, mais aussi parce que l'automobile, c'est un vaste sujet, et il est très controversé pour le grand public. Ça fait donc vendre du papier et des clics. On a ainsi vu les polémiques sur les petits enfants qui extraient le cobalt, les pénuries prévisibles de matériaux, les émissions de particules fines des voitures électriques, le prétendu manque d'électricité pour les recharger, et j'en passe. Tous ces arguments polémiques, même s'ils sont surtout mis en avant par les médias pour se faire du gras, ont tout de même un intérêt pour nous, les pro-VE. À chaque fois qu'un de ces arguments prend de l'ampleur et devient le gagne-pain des médias, si on n'est pas borné, cela donne envie de se plonger sérieusement dans une des faces cachées de cette évolution. Cela permet de se documenter sérieusement avant d'avancer un contre-argument, chose que les polémistes ne font pas. Parce que finalement, c'est pas qu'ils soient contre le véhicule électrique, c'est qu'ils veulent juste avoir de l'audience. Comme d'autres, j'ai fait ce type de travail pour bien des sujets que je viens d'évoquer. Et j'ai abouti à des conclusions qui sont généralement ni toutes noires, ni toutes blanches. Il reste toujours des aspects néfastes comme dans toute technologie. Pourtant, la voiture électrique est à chaque fois plus vertueuse que son homologue thermique, lorsqu'on a regardé tous les arguments. Il a parfois été compliqué de trouver des sources fiables, mais sur le sujet qui nous occupera aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est pour une bonne raison. L'eau est le bien le plus précieux de la vie, et sans elle, nous ne pouvons tout simplement pas survivre. Les études sérieuses sur le sujet foisonnent donc, et il est relativement simple de s'y retrouver. Commençons par les bases. L'eau, c'est avant tout une combinaison de 2 éléments chimiques, l'hydrogène et l'oxygène. Sous sa forme chimique pure, H2O, elle n'a aucune utilité à notre existence. Boire de l'eau pure ou de l'eau distillée uniquement aboutit à la mort à plus ou moins long terme. A contrario, boire exclusivement de l'eau contenant trop d'autres éléments chimiques, comme des sels, des métaux ou des organismes microscopiques, peut aussi causer une mort lente ou rapide. Pour être potable et donc être bénéfique à notre organisme, l'eau doit contenir un nombre d'éléments chimiques, mais en quantité correctement dosée. Sur Terre, seul 1% de la masse d'eau globale est potable, ou en tout cas douce. Le reste est de l'eau salée. Le problème, c'est que cette quantité n'est pas uniformément répartie sur le globe, et en plus elle n'est pas stable ou constante. On y reviendra plus loin à cette notion de stabilité car c'est important. Nous avons parlé du vivant, mais ce n'est pas la seule utilité de l'eau douce. Elle est également essentielle à notre industrie. Cette dernière est donc en compétition avec le vivant sur le plan de cette ressource, et c'est précisément ce sujet qui intéresse les polémistes. Voyons tout d'abord leur argument de départ. Les articles du moment citent souvent l'allemand Paul Burwitz, qui dénonce l'usage de l'eau dans l'industrie de la transition énergétique. Cette branche en pleine croissance a besoin de métaux ou de matériaux différents de l'industrie traditionnelle, ou en tout cas en proportions différentes. Silicium, cuivre, cobalt, terres rares, lithium, etc. De plus, ces technologies demandent souvent de l'eau pour la production de leurs produits.
Ainsi, la production de microprocesseurs consommerait 100 litres d'eau par puce produite. Pour une batterie de 64 kWh Tesla, ce sont 3840 litres d'eau qui sont nécessaires pour ces matériaux et son élaboration. C'est sûr, ce sont des chiffres qui font réfléchir, tout comme la consommation gargantuesque d'eau des centrales nucléaires pour leur bon fonctionnement. Mais attendez, on ne peut pas s'arrêter à ces chiffres sans les comprendre ou les mettre dans leur contexte. Et oui, désolé pour ceux qui sont catégoriques, le contexte a son importance. De quelle consommation d'eau parle-t-on? Est-ce comme le pétrole? Une fois l'eau utilisée dans les process industriels, est-elle perdue? Nous allons faire un parallèle entre l'eau consommée par les industriels et celle consommée par les humains, puisqu'on a exactement les mêmes sources d'eau. Au début de l'ère industrielle, l'eau potable était relativement propre et abondante. Seule l'agriculture s'en servait également, mais sans utiliser de produits chimiques comme on le fait aujourd'hui. On se servait de cette eau pour nos usages personnels et pour l'agriculture. Déjections, déchets de nettoyage et autres pollutions étaient directement rejetés dans les eaux usées, polluant le cours d'eau pour les populations plus bas sur le cours de la rivière. Ainsi, l'eau la plus pure qu'on puisse trouver était proche de la source et constituait une ressource de choix aussi bien pour les hommes, mais aussi pour l'industrie. L'industrie du textile, par exemple, en a pris conscience et s'est installée dans les zones où l'eau était pure, comme les Vosges ou les Pyrénées. Dès les débuts de la production, par contre, les populations vivant en contrebas ont fustigé les industriels qui polluaient leur eau. Le retraitement des eaux industrielles est donc né, ouvrant la voie à celui des eaux usées d'origine humaine. Donc, lorsque l'on parle de quantité d'eau utilisée, on parle bien des besoins en amont de la production. Si l'eau est retraitée en aval de l'utilisation, elle se retrouve en grande partie dans le cycle normal de l'eau potable et n'est donc pas perdue en totalité. De manière identique, l'eau de refroidissement des centrales ressort un peu plus chaude et contient des quantités infimes de polluants, à des valeurs inférieures aux teneurs dangereuses en tout cas. Voilà où nous en sommes dans les pays industrialisés, mais ce n'est pas le cas partout. Asie, Afrique et Amérique du Sud, sans parler de la Russie, sont les mauvais élèves de la préservation des ressources en eau, et ce pour deux bonnes raisons. Premièrement, parce que ces régions dépendent fortement des exportations de leurs matières premières, et deuxièmement, parce que des produits élaborés sans considération pour l'environnement sont moins chers. L'argument du prix et des volumes a toute son importance dans la prospérité de certaines classes de ces pays. Le problème n'est donc pas tant la quantité d'eau nécessaire à un processus industriel, mais bien la manière dont sont traités les effluents. Et là, il y a à boire et à manger. Certaines sociétés sont sérieuses et offrent des garanties sur ce point, et d'autres cachent leurs pratiques douteuses. D'ailleurs, plus les sociétés ont des produits technologiquement évolués, plus ils vont se tourner vers des producteurs vertueux, parce que cela fait partie de leur marketing et de leur image de marque. Mais attention, tout ceci est valable dans tous les domaines industriels. Il y a toujours des sociétés vertueuses et des brigands. Voyons maintenant quelles sont les conséquences sur l'eau de nos activités humaines, et pour commencer, parlons des transports et de notre fameuse voiture électrique. Pour produire une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique, la batterie est le point sur lequel il y a une différence. Pour le reste, les processus industriels sont relativement similaires, et donc les consommations d'eau aussi. D'ailleurs, une voiture électrique hors batterie est moins consommatrice d'eau ou d'énergie qu'une voiture thermique, parce qu'elle est moins compliquée. Revenons à l'argument de Paul Bourwitz. 3840 litres d'eau sont utilisés, mais ça, c'est en utilisant des matériaux neufs. Voyons maintenant ce que cela donne avec des matériaux recyclés. Entre les métaux et les terres rares, il faut de 10 à 40 fois moins d'eau pour produire ces matériaux à partir de déchets, plutôt qu'à partir de minerais au départ. Cela signifie qu'une batterie en fin de vie demandera entre 100 et 400 litres d'eau pour être recyclée. Sachant que la durée de vie d'une batterie est en moyenne de 300 000 km au pire, avec les technologies actuelles, on va pouvoir faire un calcul simple. Une auto électrique dont la batterie est produite avec des métaux neufs consomme donc 12,8 litres d'eau aux 1000 km parcourus, et celle avec des métaux recyclés entre un demi-litre et 1,28 litres d'eau. La voiture thermique fait l'économie de ses usages de l'eau, mais en consomme énormément pour la production de son carburant. Extraire le pétrole, ce n'est pas non plus tout beau, tout propre. L'industrie pétrolière consomme 46 milliards de litres d'eau par jour. C'est pour l'extraction et le raffinage des 17,5 milliards de litres de pétrole extraits quotidiennement. Une grande partie de cette eau n'est pas recyclée en raison des conditions d'extraction.
L'eau est simplement laissée dans les nappes de pétrole. De plus, la production du pétrole brut n'est pas ce qu'on appellerait une industrie propre, puisqu'une partie de la production s'échappe dans la nature. Ainsi, ce sont entre 470 000 et 8 400 000 mètres cubes d'eau qui sont pollués par les fuites de pétrole chaque année. Là, je parle en mètres cubes, plus en litres. Donc, 1000 fois plus de litres. Les estimations les plus fiables donnent actuellement un chiffre de 18 litres d'eau nécessaires par litre d'essence produit. Si on rapporte cela aux 1000 km avec une auto qui consomme peu, soit 5 litres au 100, on arrive à 900 litres d'eau pour 1000 km. La voiture thermique va donc consommer autant d'eau que la quantité nécessaire à produire la batterie d'une voiture électrique en 4000 km. Ou en 8000 si on tient compte de la production de l'électricité, ce qui serait plutôt juste. Il est à noter que la technologie des voitures thermiques est mature et a peu de chances de faire un bond spectaculaire du point de vue de son efficience ou de sa propreté environnementale, alors que la production des cellules lithium-ion progresse rapidement. La cellule 4680 de chez Tesla consomme 90% de moins d'eau pour sa fabrication grâce à la production de ses électrodes par voie sèche. Et le constructeur américain intègre de plus en plus de matériaux recyclés dans sa production. L'usine de Berlin montre l'exemple et produit aujourd'hui ses autos, hors batterie, avec moins d'eau que prévu. Et largement moins que ses concurrents locaux lorsque l'on compare la consommation en eau de l'usine et les chiffres de production de véhicules. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie d'aller plus loin. En faisant quelques recherches, on trouve rapidement d'autres faits qui invalident les arguments de Paul Borowitz. En fait, je me doutais que j'allais arriver à ce point dès que j'ai commencé à étudier pour qui travaillait ce monsieur. Il est employé par le gestionnaire d'actifs allemand DWS, déjà épinglé pour greenwashing et autres tentatives de désinformation en faveur des industries en portefeuille chez eux. Oui, c'est une société financière, et donc la désinformation leur rapporte directement de l'argent. En plus, il était facile de débunker leur communication en faisant une simple chose, mettre en parallèle les chiffres. 3400 litres d'eau, ça peut paraître énorme. Et pourtant, c'est très peu à l'échelle de notre société. Surtout lorsqu'on voit les gaspillages faits aujourd'hui. Il faut 20 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf par exemple. Le barbecue du samedi soir a tout d'un coup une toute autre saveur. Il en faut 9000 pour produire un jean qui part parfois à la poubelle parce qu'il n'est plus à la mode. Le café du matin qui ne vous goûte pas et que vous versez dans l'évier a coûté plus de 100 litres d'eau pour produire son grain. Et les exemples sont encore légion. Je vais finir cette vidéo sur un aspect largement occulté par les articles grand public, mais qui représente une part importante des informations à savoir si vous doutiez encore de la conduite à tenir en termes de transport. Le rejet des masses de CO2 liées au transport et à l'utilisation de combustibles fossiles a non seulement pour conséquence la température mondiale qui augmente, mais aussi un cycle de l'eau perturbé. Plus la température est élevée, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Cela débouche sur des précipitations chaotiques. Vents, pluies diluviennes et autres catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes et violentes. La crue de certains cours d'eau et les inondations de zones occupées par l'être humain ont pour conséquence de casser les barrières naturelles entre les nappes d'eau souterraines et la surface. De l'eau polluée s'infiltre dans les aquifères et la pollution s'étend dans notre eau potable, dans nos réserves. Cette pollution n'est bien entendu pas prise en compte par les bilans hydriques des énergies fossiles. Lorsque l'on sait que 30 à 40% de l'eau potable disponible sur Terre se trouve dans les aquifères, c'est super inquiétant. Et pourtant, il y a encore pire. 60% des réserves d'eau douce se trouvent, en effet, dans un matériau en voie de disparition. La glace. Banquises et glaciers reculent rapidement à cause du réchauffement global. Ces réserves vitales se déversent dans les mers et perturbent à la fois la salinité des eaux, dont dépend tout l'écosystème marin, et donc nos ressources en nourriture, mais en plus perturbent les courants marins, conduisant à une déstabilisation du climat à l'échelle planétaire. En clair, stigmatiser la voiture électrique pour l'usage qui est fait de l'eau pour sa production est juste démagogique. Certes, la voiture électrique n'est pas parfaite non plus, et il faut rester vigilant quant à sa production et son usage. Mais elle est à ce jour largement plus vertueuse que l'usage des combustibles fossiles. CQFD, voilà qui clôt définitivement le sujet. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.